Bonjour. Regardez cette photographie de l'univers. Elle vient d'être publiée comme 4 autres photographies par l'Agence spatiale européenne avec un nouveau télescope Euclide. Alors, elle est bluffante. Bluffante par sa netteté, sa précision. Parce qu'on y voit près d'1 millier, vous voyez tous ces gros points blancs sur des galaxies. Au premier plan, 1 millier de galaxies, et les spécialistes disent, mais en arrière-plan, il y en a 100 000. Autrement dit, c'est une nouvelle fenêtre que l'on ouvre sur l'univers. Alors, bon, c'est vrai que pour nous, profanes, quand on voit ça, on dit, oh, ça a un côté déjà vu. Ben oui, on était tellement habitués à la beauté des clichés fournis par les 2 télescopes spatiaux, le premier, Hubble, et le deuxième, le James Webb, que l'on se dit, bon, c'est un petit côté déjà vu. La réponse, non. On fait mieux. On est beaucoup, beaucoup plus riche. Et surtout, ces clichés, par leur précision, vont nous permettre, peut-être pour les astrophysiciens, de répondre à 2 grandes énigmes qui agitent le monde de l'astrophysique. La première de cette énigme, elle concerne la vitesse d'expansion de l'univers. Alors, vous savez que, historiquement, on vous raconte qu'il y a eu le Big Bang, et puis telle une baudruche, l'univers était en expansion, les galaxies se sont fuies, s'écartent les unes des autres, et comme elles s'écartent les unes des autres, la gravitation, qui est le seul moteur de l'univers, eh bien, diminue d'intensité, et donc la vitesse d'expansion de l'univers devrait se ralentir. Eh bien non, au bout de 6 milliards d'années, on s'aperçoit qu'au contraire, l'univers est toujours en expansion, mais ça s'accélère. Et si ça s'accélère, eh bien c'est qu'il y a, ben oui, une nouvelle source d'énergie. Pour David Elbaz, directeur scientifique du département d'astrophysique du CEA, il y a comme un truc. Dans le cas de l'univers à très grandes échelles, 100 millions d'années-lumière, on pense que c'est un autre truc qu'on appelle l'énergie noire, c'est-à-dire quelque chose qui pousse l'univers à s'étendre de plus en plus vite. Mais ce n'est pas tout. Lorsque Euclide nous montre de nouvelles photos, comme par exemple celle-ci, c'était la galaxie cachée, comme on l'appelle. Ça ressemble un peu à notre propre galaxie spirale avec ses bras. On s'aperçoit que finalement, les étoiles à l'intérieur, elles tournent autour du centre, mais vite. Trop vite même. Notre Soleil, qui tourne autour du centre de la galaxie, 220 km par seconde. Et les lois de la mécanique font que, eh bien, on devrait, en quelque sorte, centrifuger, c'est-à-dire sortir des bras de la galaxie, être éjecté. Or, force est de reconnaître que on est toujours avec notre système solaire, notre Soleil, et son système solaire, on est toujours dans notre bonne vieille galaxie. Et donc, qu'il doit y avoir quelque chose qui doit assurer la cohésion des galaxies, qui évite, en quelque sorte, qu'elles s'éclatent, se dispersent. Et pour cela, il faut une nouvelle force, une gravitation. Et cette nouvelle gravitation, elle est due à de la matière. Seulement cette matière, eh ben, on la voit pas. D'où le nom, on le suppose, de matière noire. En un mot, comme le dit si bien David Elbaz, dans notre univers, grâce à Euclide, on découvre que tout va vite, même trop vite. Tout va trop vite dans l'univers. Tout va trop vite dans l'univers. Le Soleil, il tourne trop vite autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Il tourne à 220 km par seconde au lieu de 200. C'est pas beaucoup, mais normalement, à cette vitesse-là, il devrait être parti. Les familles de galaxies, elles se déplacent à 4 millions de kilomètres heure. À cette vitesse-là, elles devraient se séparer, elles restent groupées. Et maintenant, donc ça c'est une échelle, la première c'est l'échelle de 100 000 années-lumière, notre galaxie avec le Soleil. Si je prends une échelle maintenant de 4 millions d'années-lumière ou 5 millions d'années-lumière en amas, ça va trop vite. Et si maintenant je prends une échelle de 100 millions d'années-lumière, ça va aussi trop vite. Le problème, c'est que pour expliquer le fait que tout va trop vite, on est obligé de faire intervenir 2 acteurs dont on ne connaît pas la nature. Donc en résumé, vous l'avez bien compris, comme le définit très bien David Elbaz, bon, tout va vite et très vite, et il y a d'un côté une espèce d'énergie noire
qui accélère l'expansion de l'univers, dilate. Et puis de l'autre côté, il y a de la matière noire qui permet de maintenir la cohésion des galaxies, sinon j'ai l'impression que tout ce système volerait en éclats. Alors qu'est-ce que vient faire Euclide, qui, je vous le rappelle, est le 3e télescope spatial lancé? Citons au passage tout de même que c'est une performance technique, il fonctionne à merveille, bravo à Thales, Alenia Space, et puis à l'Agence spatiale européenne. Il faut tout de même saluer une belle réalisation européenne en ces temps de crise de l'Europe spatiale. Et donc, Euclide, c'est du nom de Euclide, le grand géomètre de l'Antiquité, qui a le premier cartographié ce qu'il voyait de l'univers. Il y a tout de même fait un remarquable boulot, parce qu'il n'avait pas de règle à calcul, il n'y avait pas de lunettes de Galilée, il n'y avait pas de télescope, il n'y avait pas de satellite. Et tout de même, il a fait du très bon boulot. Mais, comme on l'on dit, c'est de la géométrie à plat, en 2 dimensions euclidiennes. Il n'y avait pas la 3e, la profondeur. Et justement, la profondeur de l'univers, c'est notre satellite Euclide, notre télescope, qui va nous la donner. Et donc, il va arpenter, cartographier en 3D comme jamais on l'a fait, avec un champ très large, l'univers. Et de la forme des galaxies, vous allez le voir, les astrophysiciens vont pouvoir peut-être mettre en évidence la fameuse énergie noire et surtout la matière noire. La technique est relativement simple dans l'idée. Par définition, l'espace est invisible. L'univers, il est peuplé de cellules. Et des cellules qui flottent dans l'espace, c'est les galaxies. Les galaxies, comme la Voie lactée, c'est 100 milliards d'étoiles qui sont regroupées ensemble. Et elles ont des formes qui sont assez symétriques, et en tout cas, qui n'ont pas de raison de suivre toute une même déformation. Si je prends 100 galaxies et que je vois qu'elles tracent toute une espèce de déformation circulaire, alors qu'elles sont complètement déconnectées les unes des autres, eh bien, c'est qu'on a donné un coup dans la vitre à travers laquelle je regarde et qui dessine un petit cercle. Je vois le miroir déformant de l'espace. Donc, on voit les déformations de l'espace en regardant les déformations des formes de centaines, de milliers, de millions de galaxies. Et pour ça, il en faut beaucoup. Et alors, on va cartographier ça il y a 1 milliard d'années, il y a 2 milliards d'années, il y a 5 milliards d'années. Pourquoi veut-on voir ça à différentes époques de l'univers? Parce que l'expansion de l'univers va faire gonfler ces déformations. Et la matière noire qui fait que les galaxies se regroupent, elle va, à contrario, essayer de contracter ça. Et donc, l'énergie noire qui fait gonfler, la matière noire qui recroqueville, cette compétition entre les deux, eh bien, on la voit par les déformations de l'espace. C'est quelque chose qui va se voir de façon à l'ordinateur, parce que ça ne se voit pas comme le nez au milieu de la figure, c'est plein de petites déformations, des défauts dans les images, et c'est grâce à ces défauts dans les images qu'on va essayer de comprendre ces composantes invisibles. Bref, vous l'avez compris, c'est toute une page, j'oserais dire, de l'astrophysique qui est en train de s'écrire sous nos yeux grâce à de nouveaux instruments, comme Euclide, le James Webb Telescope, puis grâce aussi à des milliers de scientifiques. Et on espère que on va résoudre un certain nombre d'énigmes. C'est ainsi que progresse la science. Autrement dit, je voudrais dire, c'est une très très belle aventure qui est en train de s'écrire, qu'on est en train de vivre, comme le dit David Elbaz. Et puis surtout, écoutez bien, il y a une très très belle expression concernant les travaux qui sont menés actuellement. Une histoire écoutez. On appelle ça un satellite nobélisable. C'est-à-dire que le type de questions et le type de réponses en jeu sont de l'ordre des plus grandes questions qui ont fait des prix Nobel. Là, je parle pour la communauté scientifique, pas pour un individu, etc. Là, c'est tout. Et ce qui est extraordinaire, justement, c'est un peu comme les pyramides d'Égypte, c'est que des milliers de gens travaillent ensemble parce qu'ils sont motivés par les mêmes questions et ensemble, malgré les différences de langue, de culture, de tout ce qu'on veut, d'intérêt économique, se mettent ensemble pour essayer de répondre à cette question. Donc quelque part, il y a quelque chose aussi, un signal d'espoir pour l'humanité dans la capacité d'œuvrer dans ce sens. Et puis, on va se quitter. C'était copieux.
Ah, mais il fallait le faire, il fallait faire le point, il fallait profiter de l'actualité. On va faire le point avec un certain nombre d'ouvrages. Il y a beaucoup d'ouvrages scientifiques qui ont remercié les éditeurs. Alors, à tout seigneur, tout honneur, tout de même, moi, c'est magnifique. Chez Glénat, la Lune, me direz-vous. Non. Très belle encyclopédie. Moi, je trouve c'est remarquable parce que elle vous fait la synthèse de la conquête de la Lune, des découvertes. Vous voyez, il y a de l'Apollo, mais il y a également toutes les découvertes scientifiques, les portraits, les photos, les analyses, la formation de la Lune, l'énigme, les problèmes encore à résoudre. Alors, autrement dit, vous voyez, toutes les encyclopédies qu'on a derrière nous, bah, quand on parle de la Lune, il faut en garder qu'une, ce serait celle-là. Toujours dans l'astronomie, décidément, c'est un site chez Larousse. Alors c'est sympa, Oliver, pas Olivier, hein. Oliver, les secrets de l'univers, mais ça c'est fait sous forme de, ce que j'aime bien moi, sous forme de bande dessinée, mais plutôt de manga. Vous voyez, il y a à la fois à regarder et à lire, et c'est très sympa. Je dis pour les enfants, ou également pour les adultes. Alors, beaucoup plus costaud, ouvrage tout de même de référence, chez Canto, Enquête des planètes, de Léa Gritton-Noël. C'est à nouveau un regard sur l'exploration, l'exploitation, la compréhension, les nouvelles idées sur notre système solaire. Et puis bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, David Elbaz, La plus belle ruse de la lumière, c'est son dernier ouvrage. Alors je dois tout particulièrement, c'est chez Odile Jacob bien sûr, remercier David. Sans lui, j'avoue, on n'aurait pas pu faire cette émission tellement on a abordé un thème extrêmement compliqué. Mais surtout, il nous a donné envie de nous lancer dans une nouvelle aventure. À bientôt.